Cela devait être le début de l'offensive qui mettrait fin à tout. Poutine comptait prendre le contrôle du Donbass, mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Les Russes paniquent et fuient avant que l'Ukraine les rattrape. Des milliers n'ont pas survécu lors de la journée la plus meurtrière de l'année en Russie. Poutine en serait hanté à jamais s'il avait une âme. L'offensive de printemps débute très mal pour la Russie, entièrement à cause de l'Ukraine. La semaine dernière, les pertes russes ont fortement augmenté. Ce n'est pas un hasard, c'est aussi la même semaine que la Russie semble avoir lancé la grande offensive de printemps et d'été, censée aider les forces de Poutine à prendre la ceinture fortifiée de Donetsk. Ces villes sont essentielles à la Russie pour conquérir Donetsk. Au nord se trouvent Sloviansk et Kramatorsk, que l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, considère comme une paire de centres logistiques majeurs pour les forces ukrainiennes qui combattent à Donetsk. Au sud se trouvent Konstantinievka, Droujkivka et Oleksevo-Droujkivka. Ensemble, ces villes représentent une ligne solide de fortification que l'Ukraine renforce depuis plus de 10 ans. Poutine doit faire tomber ces villes s'il veut prendre Donetsk. Le printemps 2026 est censé être le point de départ. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Alexandre Siersky, a signalé sur Telegram une forte hausse des affrontements le long de ces lignes durant les 4 jours à partir du 17 mars. Au cours des 4 jours de cette semaine, du 17 au 20 mars 2026, l'intensité des actions offensives de l'ennemi a augmenté, a expliqué Siersky, avant d'ajouter « L'ennemi a tenté de percer les dispositifs défensifs de nos troupes dans plusieurs directions stratégiques à la fois. De violents combats se sont déroulés sur l'ensemble de la ligne de contact. Au total, l'ennemi a mené 619 actions d'assaut au cours de ces 4 jours. Avec 619 actions d'assaut en 4 jours, soit plus de 150 par jour, on pourrait s'attendre à ce que la Russie ait réalisé des percées majeures. Ce ne fut pas le cas. La Russie n'a pas réussi à atteindre la plupart, voire la totalité, des objectifs opérationnels que Vladimir Poutine avait fixés à ses soldats. Et pour aggraver les choses pour la Russie, tout ce qui s'est réellement passé pour les forces de Vladimir Poutine, c'est quelque chose que le président russe n'avait jamais anticipé. Vladimir Poutine voulait un début glorieux pour l'offensive de printemps. Il s'agit pour la Russie de la journée la plus meurtrière de la guerre en Ukraine, en 2026, et peut-être même de la pire semaine de l'année. Mais nous y reviendrons. Le jour qui a vraiment fait mal à Vladimir Poutine fut le 17 mars, qui semble marquer le début officiel de l'offensive de printemps. Ce jour-là, le Télégraphe rapporte que l'Ukraine a tué ou blessé 1710 soldats russes. La Russie a également perdu énormément de matériel, avec 29 de ses systèmes d'artillerie détruits, ainsi que 230 de ses véhicules et citernes de carburant. Une offensive vers Zaporijia a aussi été repoussée, selon le Télégraphe. Les forces ukrainiennes chargées des systèmes sans pilote ont eu une journée exceptionnelle. 900 soldats tués ou blessés l'ont été par des drones. Ces chiffres deviennent encore plus impressionnants lorsqu'on réalise qu'ils sont presque le double des pertes quotidiennes moyennes que nous avons observées en Ukraine au cours des dernières semaines. Comme le note The Independent, la Russie perdait en moyenne entre 700 et 900 soldats par jour jusqu'au 17 mars. Ensuite, ce chiffre est monté à plus de 1700. Ceci montre plus que tout que l'offensive de printemps russe a commencé. Ce ne sont pas de nouvelles tactiques ou stratégies qui nous indiquent cela. Le fait que davantage de soldats russes soient envoyés au hachoir nous montre que Poutine met en œuvre la seule idée qu'il a pour progresser. Envoyer plus de chair à canon, et on obtient plus de morts. Une offensive réussie ne se déroule pas ainsi. Poutine peut se consoler en pensant que ce n'était qu'un jour. C'était vraiment une mauvaise journée pour la Russie. Presque tous les soldats russes envoyés en Ukraine sont revenus blessés ou morts. Pourtant, cela aurait dû être catastrophique pour la Russie, et le sacrifice de tant de pantins de Poutine devait préparer la percée en profondeur dont la Russie a désespérément besoin, pour lancer son offensive de printemps en fanfare. Mais cela non plus ne s'est pas produit. Selon Siersky, la Russie n'a atteint la plupart, sinon la totalité, de ses objectifs opérationnels lors de la première semaine de l'offensive de printemps. Et en ce qui concerne le nombre de morts, il n'a cessé d'augmenter. Entre le 17 et le 19 mars, Siersky révèle que la Russie a perdu un nombre stupéfiant de 4 840 soldats qui ont été tués, blessés ou autrement neutralisés. Cela fait presque 5000 soldats de Poutine hors de combat en 3 jours. Et cela représente en moyenne un peu plus de 1600 soldats perdus par jour. Le 17 mars fut sans doute le jour le plus meurtrier de l'année pour la Russie, suivi de près par les 18 et 19 mars.
Sierski ajoute que la Russie a perdu un total de 8710 soldats en une seule semaine face à l'Ukraine, ainsi que d'énormes quantités d'équipements et d'armes militaires. Pour la Russie, le lent dégel hivernal en Ukraine devait être une opportunité. Mais cela n'a apporté aux soldats de Poutine qu'encore plus de morts, à une échelle inconnue en 2026. Le seul réconfort de Poutine est que les pertes russes se sont stabilisées après ces 3 jours cauchemardesques. Selon TVP World, la Russie perd désormais environ 1000 de ses soldats par jour, avec des pertes pour les 24 heures précédant le 22 mars s'élevant à 940 soldats, 3 systèmes de défense aérienne, 3 chars et l'hélicoptère militaire, qui est le 2e hélicoptère que la Russie a perdu entre le 21 et le 22 mars. Seulement 1000 par jour maintenant, Poutine. Si la Russie continue ainsi, elle perdra en un an l'équivalent de la plupart des armées modernes. Pour la 3e année consécutive. Moqueries mises à part, ces pertes massives pour la Russie ne sont pas tombées du ciel. L'Ukraine s'est beaucoup préparée à l'offensive de printemps et décime les forces russes à un rythme inattendu pour Poutine. Nous allons expliquer exactement comment l'Ukraine réussit tout cela dans quelques minutes. Avant cela, examinons de plus près l'offensive de printemps russe et ce que Poutine espère accomplir en sacrifiant davantage de soldats dans le hachoir à viande qu'est la guerre en Ukraine. Nous avons déjà mentionné la volonté de Poutine de prendre la ceinture de forteresse de Donetsk, principal objectif opérationnel russe. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Souvenez-vous que l'abandon du Donbass, dont Donetsk est le dernier bastion, est l'exigence principale de Poutine lors des négociations de paix avec l'Ukraine. Le dirigeant russe veut ce territoire. Il en a besoin s'il veut construire un récit selon lequel la courte opération militaire spéciale, censée faire s'effondrer l'Ukraine en quelques jours, pourrait commencer à ressembler, même de loin, à un succès. Cependant, la Russie souhaite également poursuivre son avancée plus profondément dans le sud de l'Ukraine, et elle s'était préparée à lancer cette offensive vers la fin de 2025. Ainsi, la Russie tentait de progresser sur le front de Zaporijia lors de sa journée record de pertes du 17 mars. La Russie doit également encore percer le front de Pokrovsk. Bien qu'ils aient en grande partie pris la ville de Pokrovsk, les forces de Poutine sont à l'arrêt, en direction du village de Rochina, et le contrôle qu'elles exercent sur les localités proches de ce village est pour le moins instable. L'offensive vers la ceinture de forteresse manque de la force dont Poutine a besoin pour permettre de véritables avancées, sans percer l'axe de Pokrovsk. Et c'est ainsi que l'on se retrouve, avec des situations comme celle que nous avons vues le 17 mars, et dans les jours qui ont suivi. La Russie n'a pas réussi à préparer le terrain pour réaliser les objectifs de Poutine lors de l'offensive du printemps et de l'été. L'une des raisons principales est que l'Ukraine a contré toutes les actions de la Russie. Quelles sont ces parades ? Nous allons examiner ce que l'Ukraine a fait, notamment l'action massive qui a ruiné les plans de Poutine plus tôt cette année. Mais avant d'aller plus loin, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne manquer aucune de nos vidéos. L'Ukraine a appliqué 3 éléments clés dans sa défense contre l'offensive de printemps de la Russie, tous ayant contribué aux lourdes pertes de l'armée de Poutine, ainsi qu'un facteur majeur marquant un tournant dans ses plans. Avant de traiter l'élément principal, analysons les 3 facteurs ayant causé ces pertes. Sierski affirme, selon le Kiev Post, que l'intensité des assauts russes a conduit l'Ukraine à adopter de nouvelles tactiques asymétriques sur le champ de bataille,
Sierski ne détaille pas ses tactiques, affirmant seulement que les troupes ukrainiennes reprennent l'initiative et des positions. Mais rien qu'à partir de cela, on peut supposer que le commandant en chef de l'Ukraine fait référence aux tactiques de recherche et de destruction que l'Ukraine a déployées ces dernières semaines pour débusquer les infiltrés russes qui tentent d'établir des défenses sur le territoire ukrainien. Nous avons vu cette stratégie prendre le devant de la scène lorsque l'Ukraine a brisé les affirmations de Poutine, selon lesquelles la Russie avait occupé la ville de Kupiansk vers la fin de 2025 et au début de 2026. L'Ukraine a réagi en démontrant la fausseté de cette affirmation grâce à des unités de recherche et de destruction. Ces unités ont été conçues pour contrer la stratégie russe d'infiltration, qui vise à introduire discrètement un petit groupe de soldats dans une position ukrainienne et à les faire se retrancher en attendant des renforts. La tactique a marché un temps, semant la confusion chez les Ukrainiens à l'arrière du front. Mais l'Ukraine a riposté avec ses équipes de recherche et destruction, utilisant les mêmes méthodes. Elle affronte les petites unités russes avec ses propres équipes, collaborant avec les opérateurs de drones pour repérer les infiltrés. Une fois repérés, ces infiltrés sont isolés et éliminés, ce qui fait s'effondrer les rares prises de contrôle russes sur le territoire ukrainien. Ces groupes de recherche et de destruction auraient joué un rôle dans la principale action que l'Ukraine a menée pour briser l'offensive du printemps, avant même qu'elle ne commence. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, et nous vous en dirons plus. L'Ukraine a adopté une stratégie efficace avec ses unités de recherche et de destruction, mais ce ne sont pas ses seules armes pour infliger les pertes lourdes subies par la Russie depuis le 17 mars. La stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine a été essentielle, le pays ayant multiplié ses attaques contre la Russie, sur son sol et dans les territoires occupés en 2026. Le 9 mars, l'Ukraine a illustré cette intensification en lançant un record de 754 drones contre des positions russes en une journée. Militani rapporte que le ministère de la Défense russe affirme avoir détruit 621 de ces drones. Mais cela signifie tout de même que plus de 100 ont dû atteindre leur cible dans des régions allant de la Crimée occupée et des oblasts frontaliers de Bryansk et Belgorod, jusqu'à suffisamment loin à l'intérieur de la Russie pour s'approcher de Moscou. Lorsque vous entendez ce genre de chiffres, il semble correspondre à l'ampleur des attaques de drones russes contre les villes et les infrastructures ukrainiennes. Ils correspondent à cette échelle. L'Ukraine a renforcé sa stratégie de drones longue portée, atteignant la parité avec la Russie pour les frappes en profondeur. Forbes souligne que les attaques à longue portée de l'Ukraine vont plus loin que jamais. L'essor de l'hybride drone-missile Flamingo Drone a placé l'Ukraine dans une position où elle peut déchaîner d'énormes quantités de puissance de feu sur des cibles situées en plein cœur de la Russie. Comme cela a été le cas le 20 février lorsque l'Ukraine a envoyé un Flamingo en direction d'une usine de missiles russe à Vokinsk, qui se trouve à 1400 km, soit près de 870 miles de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Quel lien avec l'offensive de printemps ratée de la Russie et ses lourdes pertes? Tout cela tient à l'objectif des frappes en profondeur de l'Ukraine. Chaque attaque ukrainienne contre le territoire russe ou les régions occupées vise uniquement à affaiblir la machine de guerre russe. À Vokinsk, détruire une usine de missiles prive la Russie de projectiles utilisés contre l'Ukraine. Cela signifie, à son tour, que la Russie ne peut pas attaquer autant de cibles en profondeur en Ukraine. Ce qui veut aussi dire que l'Ukraine peut concentrer davantage ses efforts sur la riposte aux assauts russes sur la ligne de front. Cela se répète souvent avec la stratégie de frappe en profondeur. Lorsque l'Ukraine détruit les défenses aériennes en territoires occupés, cela permet de frapper des centres de commandement et de contrôle, des concentrations de troupes et des nœuds logistiques, ce qui affaiblit la Russie sur le front et rend ses troupes vulnérables lorsqu'elles lancent des assauts. L'Ukraine affaiblit la Russie de l'intérieur, ce qui impacte l'offensive de printemps de Poutine. Sur le sujet des drones, le troisième point est que l'Ukraine a déployé de nombreux drones FPV sur tout son territoire, créant de vastes zones de destruction que les forces russes doivent traverser. Plus tôt, nous vous avons dit que 900 des plus de 1700 pertes subies par la Russie le 17 mars étaient dues aux attaques des forces de systèmes sans pilote de l'Ukraine. Les drones FPV utilisés massivement expliquent un de chiffres élevés. L'Ukraine a la capacité de produire jusqu'à 10 millions de drones par an, depuis au moins l'été 2025. Même si ces chiffres ne sont pas atteints, faute d'investissement, cela montre que la production de drones FPV atteint une telle échelle que les drones ukrainiens sont devenus l'arme principale redoutée par les forces russes à chaque offensive. L'Ukraine dispose désormais de tellement de drones FPV que son approvisionnement en drones dépasse le nombre d'opérateurs dans son armée. C'est plutôt un bon problème à avoir,
car l'Ukraine a montré sa grande compétence à former des opérateurs. Les drones sont disponibles, et la Russie en subira davantage les conséquences au printemps et en été, à mesure que les opérateurs seront formés. Les drones FPV ukrainiens réalisent aussi des frappes majeures, dépassant l'élimination de simples soldats. Le 20 mars, Euromédan Presse a rapporté qu'un drone FPV avait abattu l'un des hélicoptères Ko-52 de la Russie. L'Ukraine a intensifié l'attaque en envoyant plus de drones FPV contre l'équipage de l'hélicoptère, menant à leur élimination. Les forces de Poutine font face à cela sur toute la ligne de front. Des dizaines de milliers de drones FPV et de reconnaissance bourdonnent en permanence au-dessus de chaque région où la Russie veut avancer. Dès qu'un soldat ou un équipement est repéré, les drones descendent et détruisent. En combinant drones FPV et drones de frappe intermédiaires permettant d'atteindre les positions russes proches, l'Ukraine a créé des zones de destruction sur près de 160 km. Est-il surprenant que tant de soldats russes soient décimés en traversant des zones remplies de drones juste pour atteindre une position d'assaut? Enfin, nous arrivons à l'élément majeur que nous avons mentionné plus tôt. C'est peut-être la seule chose, plus que tout le reste, qui a fait quelque chose d'impensable à la Russie, au point de paralyser l'offensive du printemps, et d'entraîner les pertes que nous constatons aujourd'hui. C'est simple, la contre-offensive ukrainienne dans le sud. Début février, l'Ukraine a franchi les positions russes au sud et sud-est, détruisant les groupes d'infiltration avec les tactiques de recherche et destruction évoquées plus tôt. Au 3 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky revendiquait que ses forces avaient repris 460 km², soit environ 177 miles carrés, à la Russie. Il s'agit de la plus grande contre-offensive lancée par l'Ukraine depuis 2023, et cela a été rendu possible en partie parce que les forces russes ont été privées de leur accès aux terminaux Starlink illicites, qui leur permettaient de communiquer sur les lignes de front. Cette contre-offensive est importante dans le contexte de l'offensive de printemps russe en échec pour deux raisons. Le plan de Poutine dans le sud était de créer une zone tampon dans la région de Dnipropetrovsk. Cette zone tampon devait empêcher l'Ukraine d'envoyer des troupes par cet accès pour soutenir ses soldats dans les régions de Zaporijia et de Donetsk, ce qui aurait permis à la Russie d'attaquer ces deux régions avec plus de force. Ce plan est terminé pour l'instant. L'Ukraine dispose de la supposée zone tampon, ce qui signifie qu'elle peut également fournir un soutien en troupes et en logistique à d'autres régions de l'Ukraine qui en ont besoin. La progression russe vers Zaporijia a été entravée par la destruction de la zone tampon, l'Ukraine ayant compliqué ses plans et forcé la Russie dans une impasse, menant à un second problème évoqué précédemment. Ce problème, c'est que la Russie est obligée de s'affaiblir pour contre-attaquer la contre-offensive ukrainienne. Les réserves prévues pour Donetsk et Zaporijia doivent aller plus au sud. L'ISW a rapporté le 19 mars que la contre-offensive a laissé la Russie essentiellement bloquée, car elle n'a plus la capacité de lancer une offensive complète sur la ville de Zaporijia, tout en essayant de capturer Orokiv, qui se trouve dans l'ouest de Zaporijia. Elle n'a tout simplement pas les réserves dont elle a besoin parce que la contre-offensive ukrainienne épuise ses réserves. Au lieu de permettre à la Russie de créer une zone tampon, l'Ukraine a lancé une contre-offensive sur deux flancs, isolant les forces russes que Poutine croyait en sécurité et ruinant ses plans pour l'offensive du printemps. C'est pourquoi tant de soldats russes sont éliminés actuellement. Le socle de l'offensive que la Russie avait bâti vers la fin de 2025 s'est effondré. Avec la perte de Starlink, les commandants russes paniquent. Ils ne peuvent plus coordonner à des forces affaiblies d'attaquer l'Ukraine. Tout autre choix irait contre les ordres de Poutine d'avancer à tout prix, et les commandants russes n'oseront pas dire non au Kremlin. Donc, nous avons ce que nous avons vu la semaine dernière, un nombre record d'éliminations, pour 2026 le 17 mars, une semaine, où la Russie a sacrifié plus de 8000 soldats en lançant une offensive de printemps qui n'a abouti à aucun progrès. Cela prépare ce qui se passera dans les prochains mois. L'offensive russe de 2026 sera encore moins réussie que l'offensive de l'été 2025, qui n'a atteint pratiquement aucun de ses objectifs opérationnels. Le Kremlin avait été averti que tout cela allait arriver. Les signaux d'alarme retentissaient, alors que certains des principaux blogueurs militaires russes voyaient comment les zones de mort infestées de drones en Ukraine et l'innovation en matière d'IA ont transformé le champ de bataille. Poutine avait été averti, il n'a pas écouté. En ce moment, nous assistons peut-être au début d'une percée semblable à celle de l'Ukraine, en 2022. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nos analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.